La dépression est plus qu'un simple sentiment de malaise. Il s'agit d'un état grave qui peut survenir pour un certain nombre de raisons. L'une d'entre elles peut être le travail et tout ce qui s'y rapporte. Il s'agit notamment de l'épuisement professionnel, du chômage et d'un environnement déprimant au sein de l'entreprise. Chacun doit savoir quels sont les symptômes d'un début de dépression, car cette connaissance peut sauver la vie et la santé d'un être cher. Raison du développement. Les personnes ont de nombreux besoins sociaux, y compris l'épanouissement créatif et professionnel et le développement personnel. Aucune roue d'équilibre de vie, chère aux psychologues et aux coachs en développement personnel, n'est complète sans inclure les aspects carrière et finances. Ce qui est important pour les gens, c'est ce qui suit. L'amélioration de soi et la croissance continue, tant sur le plan mental que professionnel. Préparer son airbag financier aux nombreuses surprises de la vie. Satisfaire les besoins fondamentaux de nourriture et de confort avec des coûts matériels. Lorsque tous ces aspects sont satisfaits, les salariés ont la possibilité de se sentir heureux et de réussir. Cette personne vit non seulement un moment particulier de réussite professionnelle, mais aussi une poussée d'hormones du bonheur. Chaque fois qu'une personne retourne sur son lieu de travail, son cerveau libère par réflexe des endorphines. Le travail étant un élément important de la vie, certains problèmes dans ce domaine peuvent entraîner des déséquilibres émotionnels et hormonaux. Une insatisfaction sur l'un des points ci-dessus peut conduire à une véritable dépression. Celle-ci peut être causée par la perte d'un emploi que l'on aime, un environnement oppressant et des conflits au sein de l'équipe, des salaires perçus comme injustement bas pour l'employé, changement rapide des conditions de travail. Par exemple dans un contexte de changement et de réorganisation de la direction de l'entreprise. Stress, délai, exigences élevées des autorités, absence d'évolution de carrière, insatisfaction de l'employé par rapport à ce qu'il fait. Il ne s'agit là que des raisons les plus courantes de l'apparition d'une dépression liée au travail. Parfois, un seul facteur suffit à déclencher l'apparition de la maladie. Mais la plupart du temps, plusieurs raisons se combinent, ce qui ne fait qu'exacerber la situation. Qui souffre le plus souvent ? Les femmes ou les hommes. D'une part, les recherches suggèrent que les femmes sont plus susceptibles de souffrir de dépression que les hommes. Cela s'explique non seulement par les oscillations hormonales, mais aussi par les émotions et la sensibilité qui leur sont propres. Si la forte teneur en hormones sexuelles est, en règle générale, uniquement régulée par la testostérone, chez les femmes, elle dépend en grande partie de la phase du cycle. Selon les périodes du mois, différentes hormones sont présentes, progestérone, œstrogène, prolactine, folliculostimulante et lutéinisante. Une étude anonyme menée auprès de Russes par le service de recherche d'emploi HH en mars 2021 et des médecins de l'entreprise médicale a montré que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de qualifier le stress au travail de moyen, 67% contre 45%, ou d'élevé, 5% contre 3%. Parallèlement, les hommes interrogés sont beaucoup plus nombreux que les femmes, 27%. A affirmé être moins stressés au travail, 52%. Par ailleurs, les hommes se renferment souvent sur eux-mêmes et tentent de suivre des attitudes sociales dépassées telles que les garçons ne pleurent pas. Les sentiments négatifs accumulés sans la possibilité d'une réaction opportune peuvent lentement et silencieusement conduire à une véritable dépression. C'est pourquoi il est important de pouvoir partager ses expériences et de ne pas ignorer son état. Groupe à risque. Il existe des catégories de personnes qui sont plus que d'autres sujettes au développement de tels troubles. Groupe à risque de développer une dépression liée au travail par des signes généraux. Selon les signes professionnels, les femmes, en particulier en période de forte perestroïka hormonale, grossesse, accouchement, ménopause. Les travailleurs du secteur social et les professions qui aident leur profession, médecins, enseignants, etc. Patients souffrant d'un dysfonctionnement de la thyroïde, personnes obligées de communiquer beaucoup au travail, personnes ayant un caractère alarmant, des exigences accrues en soi, hypochondriaque, personnel clé. 12. Tout d'abord, vous devez éliminer les attitudes négatives qui empêchent le candidat d'aller de l'avant. Prenez une feuille de papier et notez toutes les pensées négatives qui surgissent chez la personne à ce sujet. Il sera alors possible de commencer la recherche. Dans la plupart des cas, des affirmations telles que « Je n'ai pas beaucoup d'expérience, je n'ai pas fait d'études, mon âge ne me convient pas, il y a peu d'offres d'emploi sur le marché. Ma profession n'est plus demandée, vous ne pouvez obtenir un emploi que par l'intermédiaire de connaissances, je ne peux pas obtenir d'emploi en raison d'un manque de relations, je n'essaierai pas parce que je refuse toujours. » Dans la plupart des cas, ces installations sont beaucoup plus ennuyeuses et, si elles ont leur part de vérité, elle est tout à fait insignifiante. Des milliers d'offres d'emploi sont publiées chaque jour et vous pouvez trouver des postes qui conviennent aussi bien à des orientations étroites qu'à des profils larges.
indépendamment de l'âge, du sexe ou du niveau d'éducation. La deuxième action consiste à éliminer la peur des entretiens et à générer des attitudes positives. Il n'y a pas lieu de craindre l'intervieweur, c'est une personne comme les autres, qui fait simplement son travail. Il vaut la peine de réfléchir à la manière de se présenter sous son meilleur jour et aux informations sur le candidat qui permettront à l'employeur de choisir en sa faveur. L'étape suivante consiste à formuler un plan d'action. Vous devez réfléchir à ce que vous pouvez faire d'autre pour atteindre vos objectifs. Il peut s'agir de rechercher de nouveaux sites proposant des postes vacants, de faire des recherches sur des personnes que vous connaissez, de rédiger un nouveau CV ou de demander conseil à un spécialiste des ressources humaines. Ces activités augmentent non seulement les chances de réussite, mais elles permettent également de sortir de la dépression. Lorsque les activités professionnelles ne plaisent pas, si le travail n'est pas un plaisir, il n'y a que deux options. Il faut soit le changer, soit réduire les expériences négatives qu'il suscite. En premier lieu, il convient d'analyser si cet état est temporaire ou constant. Si ces pensées apparaissent sur fond de tremblements, de changements soudains, etc., c'est-à-dire après un certain temps, l'attitude à l'égard du travail peut changer pour le mieux. Veillez à répondre à votre propre question. Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon travail? Qu'est-ce que je veux faire? Si je démissionne maintenant, est-ce que je disposerai d'un coussin gonflable financier pour la durée de mon emploi? De nombreux problèmes peuvent survenir lors de l'installation dans un nouveau lieu de travail. Les conflits avec les collègues, par exemple, ne se produisent jamais de cette manière. Il vaut la peine de trouver des raisons pour éviter que des situations traumatisantes ne se répètent à l'avenir. Important. Il est parfois utile de comprendre la situation. Il y a des vacances extraordinaires qui durent plusieurs semaines. Les gens ont le temps d'envisager leur poste et leurs perspectives sous un jour nouveau. Des études montrent qu'un congé annuel continu d'au moins 3 semaines prévient l'épuisement professionnel et permet d'économiser des ressources pour accomplir le travail. Si un employé n'est pas à l'aise sur un point particulier, salaire, chef, bureau, lieu inconfortable, etc., mais qu'il aime le domaine d'activité, il est judicieux de commencer à chercher un nouveau lieu de travail. Quelqu'un qui constate qu'il n'aime absolument pas ce qu'il fait n'est guère heureux s'il ne change pas de profession. Mais ici et maintenant, il ne vaut pas la peine de jeter un emploi, il n'y a pas d'issue, la recherche d'un poste vacant prend beaucoup de temps et, dans le contexte d'une longue pénurie d'emploi, un syndrome de chômage pas si dangereux peut se développer. Si vous n'aimez pas votre travail, la vidéo explique ce qu'il faut faire en cas de dépression, perte d'emploi. Tout d'abord, vous devez cesser de blâmer ce qui s'est passé. Même si le licenciement est dû à la négligence de l'employé, l'erreur doit être analysée afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. La meilleure stratégie consiste à considérer cet événement comme une leçon de vie. Si le licenciement est dû à une réduction des effectifs ou à une liquidation de l'entreprise, il est encore plus impossible de se reprocher l'incident. Important. Vous ne pouvez pas rester assis, oisif ou reporter la recherche d'un travail plus tard. Un emploi permanent permet de ne pas sombrer dans la dépression. Cela aide énormément à rédiger des CV, à passer des stages de perfectionnement et à suivre des formations. Il ne vaut pas la peine de maintenir une routine normale, comme le temps de se détendre, de faire du sport et de dormir. Il est préférable d'utiliser le temps libéré à bon escient et peut-être de trouver un éventail d'activités plus rapprochées, ainsi que d'améliorer les compétences professionnelles. Surmenage et épuisement professionnel. Ces syndromes de combat ont été décrits pour la première fois dans les années 40 du XXe siècle. Mais ils présentent encore quelques différences avec la dépression. Ne tardez pas à consulter un spécialiste, car les tactiques de traitement de ces deux affections sont légèrement différentes et le diagnostic doit donc être différencié. Toutefois, des conseils communs peuvent être donnés dans les deux cas. Le burn-out étant dû à une forte surcharge de travail et à un manque de temps pour soi, vous devez repenser votre routine quotidienne. Si vous en avez la possibilité, vous devez consacrer du temps à vos loisirs, à la communication avec votre famille et vos amis. Vous pouvez ainsi détourner votre attention de votre travail. Il peut être utile de se familiariser avec différents systèmes de gestion du temps. Il convient de rappeler que le multitâche mobilise de nombreuses ressources cérébrales et qu'il faut donc essayer d'alterner différents types de tâches. Par exemple, un enseignant qui consulte son cahier au lieu de se reposer et qui répond aux questions des élèves en même temps rentrera chez lui plutôt qu'un retardataire après un cours pour vérifier son travail, mais il sera fatigué plusieurs fois. Distinguer le travail de la vie privée. Il est important d'avoir certains rituels qui signalent au cerveau que le travail de la journée est terminé. Il peut s'agir de prendre un bain, de préparer un délicieux dîner ou d'aller courir dans le parc. Même le trajet domicile-travail peut devenir un tel rituel si l'on s'assure que la personne ne reprend pas ses activités professionnelles, y compris la communication sur des questions professionnelles. Par conséquent, il convient de planifier un moment chaque jour,
en commençant par la personne qui éteint les chats professionnels, ne consulte pas les courriels de l'entreprise et n'accepte pas les appels entrants de ses collègues. L'achat de cartes SIM individuelles pour toutes les questions professionnelles, qui peuvent être désactivées après la fin de la journée de travail, permet de résoudre ce problème et de ne communiquer qu'avec les personnes qui nous sont chères. Comment peut-on être de mauvaise humeur en cas de dépression? La communauté médicale distingue des critères clairs pour les troubles dépressifs. La durée de l'humeur dépressive, hypothymie, est supérieure à 2 semaines. L'état dépressif prévaut pendant la journée et est présent tous les jours. Forte psychosuppression, bradykinésie, diminution significative de l'activité et augmentation de la fatigue, hypoglobus, une nette diminution de l'intérêt pour les activités précédemment appréciées et une perte de la capacité à en profiter, anhédonia. Si des symptômes tels que des hallucinations apparaissent, une dépression, une hésitation, atteinte de l'activité motrice floue, un état de non-sens ne peut être rencontré avec un médecin. Quand et pourquoi contacter un spécialiste? Si l'un des symptômes ci-dessus se manifeste, on peut affirmer que la maladie elle-même ne passera pas. Seuls des professionnels qualifiés peuvent aider. Les patients souffrant de troubles dépressifs consultent un psychiatre. Il effectue plusieurs mesures diagnostiques, la principale étant un test psychologique expérimental. En outre, il peut prescrire des analyses générales de sang et d'urine, une analyse chimique du sang ECG, un scanner et une IRM. Les tests de laboratoire indiquent si le patient souffre d'un trouble métabolique. Les ECG permettent de suivre les changements dans le système somatique, tandis que la tomodensitométrie et l'IRM sont nécessaires pour exclure une pathologie organique, par exemple, une lésion cérébrale due à un traumatisme. En outre, la consultation de spécialistes tels que thérapeutes, les endocrinologues, les neurologues et les gynécologues. Ils vérifient que le patient ne présente pas de pathologie des systèmes nerveux et reproductifs, de troubles somatiques, de maladies thyroïdiennes, etc. Si le diagnostic de dépression est confirmé, le psychiatre choisit les médicaments et prescrit une psychothérapie. Souvent, pour les membres de la famille du patient, un programme de psychoéducation est mis en place afin de suivre la détérioration de son état et d'agir à temps. Dans la quasi-totalité des cas, le traitement de la dépression se fait en ambulatoire, avec des visites régulières chez le médecin. Pour contrôler la situation, les cas négligés d'une personne ne sont que rarement admis à l'hôpital. En règle générale, cela se produit lorsqu'il y a un fort épuisement mental et physique et que l'état du patient met en danger la vie d'autrui. À ce stade de la maladie, il n'est pas possible de s'isoler. Plus le médecin est pris en charge tôt, plus le traitement est facile, rapide et efficace. Conclusion. La dépression nécessite un diagnostic et un traitement appropriés. Personne n'en est à l'abri et elle survient souvent dans un contexte de problèmes liés au travail. Seul un médecin de profil peut poser un diagnostic précis. Par conséquent, si une personne a des doutes sur sa propre santé ou sur l'état d'un proche, elle ne peut pas diagnostiquer l'Internet et l'autocombinaison. La dépression ne disparaît pas d'elle-même et peut avoir de tristes conséquences et nuire considérablement à la qualité de vie. En cas de doute, il est nécessaire de consulter un professionnel. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 Nombre d'évaluations, 0.